Waouh, juste waouh, les gars, ne sommes-nous pas en train d'assister à la quintessence de l'œuvre Boruto Double Vortex. Franchement, ce chapitre, il était masterclass de bout en bout. Que ce soit avec Konohamaru qui réagit comme on l'attendait. Franchement, Konohamaru dans ce chapitre, il a été masterclass. Et j'espère bien que les détracteurs de Konohamaru vont daigner venir lui accorder du crédit vis-à-vis de ce chapitre. Parce que Konohamaru dans ce chapitre, il a encore une fois été grotesque. Étant donné que moi, déjà, dans le chapitre précédent, je le trouvais déjà grotesque. Là encore, franchement, oh là 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 là. Mais je suis satisfait de fou. Et Sarada, les mecs, oh là 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 là. Oh, j'ai même plus les mots, les gars. J'ai tellement plus les mots, les gars. Franchement, Sarada, dans ce chapitre, elle était juste magnifique. Franchement, elle était magnifique. Son Mangekyou Sharingan et tout. Franchement, elle était trop belle. Elle avait ce truc de ninja. Tu vois, tu avais cette sensation là que c'était un ninja badass et tout avec son Mangekyou Sharingan et tout. Bon, je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, Sarada c'est mon personnage préféré des œuvres Boruto, que ce soit Boruto, Naruto Next Generation ou encore Boruto Double Vortex. Sarada c'est mon personnage préféré. Et Sarada pour moi, elle est un peu les bails de Gohan. Pour moi, Sarada de Boruto Double Vortex ou en tout cas de Boruto tout court, bah Sarada c'est un personnage, c'est ce personnage là qui me semble être le personnage qui a un potentiel de fou mais qui a besoin un peu qu'on le pousse pour qu'il exploite complètement son potentiel. D'ailleurs, comme ça s'est passé dans ce chapitre avec Yodon, il reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais bref, le personnage de Sarada, franchement, j'étais trop content. Bref, les amis, on va se calmer, on va se poser, on va essayer d'éviter que la review n'aille dans tous les sens. Du coup, on va aller de haut en bas, on va commencer par le commencement. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Pour vous, bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Double Vortex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la revue de ce magnifique chapitre 20. Franchement, c'était un très bon chapitre, un presque excellent chapitre. 9 sur 10, voire même 9,5 sur 10, c'est la note que je donnerai à ce chapitre. Vous savez que j'ai été un peu dur sur les 2-3 derniers chapitres de Boruto Double Vortex qui sont sortis. J'ai très souvent poussé des coups de gueule, si bien que je ne donnais même plus des notes, je n'attribuais même plus les notes à ces derniers. Mais pour le coup, il fallait quand même attribuer une note à ce chapitre et je trouve qu'il était vraiment exceptionnel de bout en bout. C'est pourquoi je lui ai attribué la note de 9,5 sur 10. Parce que voilà, les 2-3 derniers chapitres m'ont un peu fait chier. Du coup, c'est pourquoi je ne vais pas lui donner la note de 10 sur 10, qu'à cela ne tienne. Ce chapitre, franchement, il reste masterclass de bout en bout. En toute franchise, les gars, j'aimerais vraiment que cette vidéo sorte le plus tôt possible. Au moment où je suis en train de la tourner, nous sommes mardi et il est 22h, presque 23h même. Et franchement, ça me gêne de tourner à 16h-ci parce que, les gars, les heures de sommeil, moi, je ris pas avec. Franchement, j'ai déjà ma routine de sommeil et je n'aime pas beaucoup la casser. Et si moi, je devrais donner un conseil à quelqu'un, c'est vraiment de dormir et d'avoir des heures de sommeil régulières. Parce que c'est peut-être pas souvent dit, mais les bienfaits du sommeil, bah, tu ne peux t'en apercevoir que lorsque tu as une bonne routine de sommeil. C'est-à-dire, peu importe ta situation, que tu sois un chômeur ou encore peu importe les difficultés que tu peux traverser dans la vie, c'est une fois après avoir correctement dormi que ton cerveau est assez reposé, il a assez d'oxygène pour te permettre de réfléchir normalement et te focaliser sur des solutions et non les problèmes. Alors, je ne sais pas les problèmes que vous traversez. C'est sûr, moi je le dis toujours, chacun traverse toujours certains problèmes à leur échelle. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas tous les mêmes échelles de problèmes. On n'a pas tous les mêmes difficultés dans la vie. Ça, c'est clair. Mais moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de dormir convenablement. Je pense que voilà, c'est souvent ce que les millionnaires, les milliardaires font. Ils ne jouent pas avec le sommeil, car le sommeil est ultra important. Après, c'est paradoxal que ça sorte de ma bouche, étant donné que j'ai souvent tendance à sortir des vidéos très tard dans la nuit. Mais bref, si je vous dis ça, c'est pour vous dire à quel point ça me gêne de tourner aussi tard, étant donné que, comme je vous l'ai dit, nous sommes mardi soir, mardi très tard dans la nuit. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça sera assez difficile de vous sortir cette vidéo mardi, étant donné qu'il va falloir faire le montage et tout. Et comme j'ai une nouvelle application de montage, j'ai lâché la précédente pour des raisons, on va dire, techniques. Et donc, je ne maîtrise pas encore totalement la nouvelle application de montage. Du coup, ça me prend énormément de temps de monter et les montages ne sont pas forcément de qualité. Du coup, bon, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de la sortie mardi. Bon, c'est impossible. Franchement, on va se dire les thèmes. C'est impossible que cette vidéo sorte mardi. Mais mercredi, bon, mercredi, je sors à 9h. Je ne sais pas si je pourrais en tout cas essayer d'intercaler ça, insérer ça entre
très tôt le matin jusqu'à 9 h et poster la vidéo avant de sortir ou pas. Bref, ce sera assez serré. Si je vous dis ça, c'est parce que je veux quand même surfer sur la hype. Parce que voilà, vous savez, c'est un peu comme ça que nous les youtubeurs, on marche. Lorsqu'il y a de la hype, on doit en profiter pour faire le maximum de vues, pour attirer le maximum de personnes. Donc c'est pourquoi je vous parle un peu de tout ça, même si je sais personnellement que ça vous saoule. Bref, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 20 de Boruto Double Vortex. Alors, le chapitre 20 de Boruto Double Vortex a déjà pour page de couverture le personnage de Konohamaru, et la page de couverture elle est juste magnifique. Franchement, les pages de couverture de le Boruto Double Vortex, là pour le coup, jusqu'à présent, il n'y a rien à dire. Les personnages sont assez beaux, ils sont assez bien dessinés. Bon, même si j'ai quelques problèmes avec le visage de Konohamaru, j'ai l'impression qu'il a été un peu boycotté, mais dans le style et dans le chara design, franchement, je suis un peu plus satisfait du personnage de Konohamaru. Là, il n'y a rien à dire. Justement, ce chapitre va commencer avec le personnage de Konohamaru qui est de plus en plus absorbé. Et les gars, franchement, je ne pensais pas que Matsuri allait aller jusqu'au bout. Je ne pensais pas qu'elle était réellement décidée à absorber complètement Konohamaru, parce que là, elle ne semble pas vouloir s'arrêter. Elle a la rage et tout. Tu as un Konohamaru qui est en acné, il ne peut rien faire et tout. Il est là, franchement, c'est assez chaud. Je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Il est en train de hurler et tout. Bon, il y a une conversation entre les deux. Et tu as un Konohamaru qui va se souvenir de sa conversation avec Shikamaru lorsque Shikamaru lui disait qu'il fallait amadouer les Shinju humains pour pouvoir les trahir après, pour les tuer plus facilement. Et Konohamaru va essayer d'appliquer ce plan à la lettre, étant donné qu'il va essayer de prendre Matsuri par les sentiments, car il dira à Matsuri que si tu me tues maintenant, si tu m'absorbes et si tu me dévores, on ne pourra plus causer, étant donné que tu as dit un peu plus tôt que bon, lorsque tu es avec moi, tu te sens bien et tout, la conversation te plaît et tout. Et Matsuri, elle ne va vouloir rien, elle n'est pas dans les weko. Pour Matsuri, là, pour le coup, elle est en train de se dire, je veux te dévorer, mon gars, je ne suis plus là pour faire les sentiments et tout. Et elle va continuer à essayer de dévorer Konohamaru. Et là, Matsuri agit comme ça parce qu'elle est tiraillée entre son sentiment d'amour intense vis-à-vis de Konohamaru et son instinct qui lui dit de dévorer Konohamaru, étant donné que c'est une Shinju humain et que son instinct lui demande de dévorer Konohamaru. C'est pourquoi Matsuri ne sait plus réellement où elle en est, et on y reviendra un peu plus tard vis-à-vis de cette situation-là. Du coup, on va tourner et on va changer de scène. On va tomber sur la scène qui concerne le groupe de Sarada qui est en train d'affronter Ryu. Et là, franchement, contrairement au chapitre précédent, on a une situation qui est complètement renversée après que Ryu a réussi à absorber l'épée d'Araya, cette épée qui réussissait à contrer les pouvoirs de la limaille de fer de Ryu. Là, les gars, moi, je vous dis, hein, j'étais complètement choqué de ce qui se passe, parce que là, la scène elle est complètement retournée, étant donné que déjà, tu as un Araya qui va se faire attaquer par Ryu après que Ryu ait réussi à priver Araya de son sabre. Et du coup, tu as donc un Ryu qui va attaquer Araya avec sa limaille de fer. Araya va d'abord réagir avec une technique futon et il va réussir tant bien que mal à dissiper dans un premier temps la limaille de fer de Ryu. Mais cela ne va pas suffire, étant donné qu'il y a une partie de cette limaille de fer qui va réussir à toucher Araya et Araya sera projetée contre le sol. Du coup, tu as Mitsuki qui va voir ça et il va directement essayer de réagir à ça. Je rappelle quand même, ici, on a un Mitsuki qui est toujours en mode Senjutsu et Mitsuki va essayer d'attaquer Ryu avec ses serpents. Ryu, étant donné qu'il a touché préalablement Araya de par sa limaille de fer, va donc réussir à contrôler Araya, car la limaille de fer, elle a un principe de fonctionnement très simple. Lorsque la limaille de fer te touche, l'utilisateur est capable de te contrôler via cette limaille de fer. Et c'est donc ce que Ryu va faire avec le corps d'Araya, étant donné qu'il va utiliser le corps d'Araya comme bouclier. Et lorsque Mitsuki va se rendre compte que Ryu est en train d'utiliser Araya comme bouclier, il va freiner. Et là, alors, tu as un Ryu qui va donc réussir à aussi toucher Mitsuki via sa limaille de fer. Et il va aussi le projeter contre le sol. Et là, ce sera plié, car là, on a un Araya et un Mitsuki qui sont actuellement sous le contrôle de Ryu. Et là, on a donc Sarada et Yodo qui sont seuls face à Ryu, Mitsuki et Araya. Là, la situation, elle est de plus en plus critique et c'est ça qu'on attendait vis-à-vis de l'œuvre Boruto Double Vortex. Mais avant de continuer l'analyse et la revue de ce chapitre, j'aimerais déjà m'arrêter sur ce combat en particulier, étant donné que, j'aimerais déjà mentionner que dans le combat qui a opposé Mitsuki à Ryu, j'ai eu l'impression que Mitsuki en mode Senjutsu, je ne sais pas si je peux dire qu'il avait l'avantage, mais ce que je peux dire, c'est que Mitsuki s'en sortait quand même
pas mal, parce que pour moi, ce que je remarque vis-à-vis de ce combat, c'est que si Ryu n'avait pas utilisé Arya comme bouclier, bah, je pense quand même qu'il aurait eu beaucoup de mal face à Mitsuki Mode Senjutsu. Mais je trouve quand même que dans cette Boruto to Blue Vortex, bah, les gars sont quand même assez vaincus facilement. Et ça, je ne sais pas, je sais pas si je peux dire que ça me gêne, mais ce que je trouve, c'est que les combats ne sont pas assez intenses. Bon, peut-être qu'on n'aura jamais les combats au niveau de Naruto. Peut-être que, bon, en lisant Boruto to Blue Vortex, je compare un peu, on va dire inconsciemment, à Naruto. Bien qu'il faut quand même rappeler que, à mon avis, Boruto n'aura jamais le succès de Naruto. Mais voilà. C'est ce que j'avais à dire vis-à-vis de ce combat-là pour l'instant. Maintenant, on va changer de scène étant donné qu'on va revenir sur ce qui se passe entre Konohamaru et Matsuri, étant donné que Matsuri est de plus en plus enragée et elle ne veut plus entendre Konohamaru parler, elle veut absorber Konohamaru et tout. Et là, Konohamaru va encore une fois penser à ce que lui disait Shikamaru à Madule pour les tuer plus facilement et tout. Bon, là, j'ai apprécié comment cette scène a été tournée, étant donné que tu as un Konohamaru qui va essayer de jouer avec les sentiments de Matsuri, étant donné que Matsuri, à un moment, quand elle va se rendre compte que Konohamaru sera déjà en train de mourir, elle va se mettre à pleurer. Bon, il ne faut pas oublier que les Shinju humains sont les êtres nouvellement nés. Et en tant qu'êtres nouvellement nés, bah, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas encore, telles que l'amour et tout ça. Ce sont des sentiments qui leur sont complètement inconnus. Et moi, j'ai été particulièrement impressionné par le fait de voir Matsuri couler des larmes. Franchement, ça m'a à la fois impressionné et choqué, étant donné que Matsuri, elle-même, elle ne sait même pas de quoi elle retourne. Elle ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Elle ne connaît même pas la nature de ce liquide. Et elle ne sait même pas pourquoi ce liquide sort de ses yeux. Quand Konohamaru va lui dire, bon, tu es en train de couler des larmes et tout, elle va se demander, les larmes, c'est quoi ça et tout, machin truc. Konohamaru va lui dire, c'est peut-être parce qu'au fond de toi, tu es triste. Peut-être parce que tu ne veux pas finalement me tuer. Et je vais m'arrêter là et je vais revenir sur un autre truc qui m'a impressionné. Bah, l'autre truc qui m'a impressionné, c'est le fait que Jura, lui aussi, il est en train de couler les larmes. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Jura est en train de pleurer. Déjà, comment est-ce que Jura fait-il pour savoir en heure et en minute et en temps et en heure, bref, ce qui se passe exactement dans ce combat, ou en tout cas dans ces combats. Bon, la première hypothèse qui m'était venue quand je lisais le chapitre précédent, c'était que bah, si Jura arrivait à savoir ce qui se passait en temps et en heure dans ces combats, c'était parce qu'il était connecté à ces Shinju humains, étant donné que Jura c'est un peu le Shinju humain originel, étant donné que Jura c'est un peu Jubi. Bon, moi je pensais que bah, s'il arrivait à être connecté à eux, ou en tout cas s'il savait ce qui se passait en temps et en heure dans ces combats-là, bah, c'était parce qu'il était connecté à eux. Maintenant, il y a autre chose qui m'est apparu, étant donné qu'on sait que les Shinju humains possèdent tous le Rinnegan, et quand on se réfère à ce qui s'était passé dans Naruto Shippuden et qu'on avait un Nagato qui, lorsqu'il manipulait Pain, bah, tous les Pain avaient le même champ de vision, c'est-à-dire chacun voyait ce que l'autre voyait. Du coup, je me dis que c'est potentiellement via ça que Jura est en train d'être informé en temps et en heure de ce qui se passe dans ces combats. Il y a de ça et il y a aussi à cause du fait que bah, Jura est potentiellement connecté aux autres Shinju, mais étant donné que Jura, bah, c'est la représentation humaine, si je pourrais le dire comme ça, de Jubi. Donc moi, ça ne me surprendrait absolument pas si c'était un peu des deux, c'est-à-dire si Jura est au courant de ce qui se passe dans ces deux combats-là, bah, c'est déjà parce que, un, il est connecté à eux, et deux, parce que le Rinnegan qu'il possède là, ça les connecte un peu eux tous. Il y a de ça. Maintenant, l'autre chose qui m'impressionne aussi, bah, c'est de savoir pourquoi est-ce que Jura il pleure. Bon, moi je me dis que si Jura est en train de pleurer en assistant à cette scène, c'est déjà parce que potentiellement tu as, je ne sais pas, Matsuri, ou en tout cas les émotions de Matsuri qui sont directement retransmises à Jura, à Jura, et Jura les ressent aussi, ce qui peut conduire à une coulée de larmes chez Jura, parce qu'on peut remarquer que ni Mamoshi ni Hidari ne sont en train de pleurer, ni d'ailleurs Ryu, mais il y a que Jura qui pleure. Bon, si Jura est le seul Shinju humain avec Matsuri à pleurer, c'est peut-être parce que Jura ressent les émotions de Matsuri. Je ne sais pas, ce n'est que théorique, mais bon, on va s'arrêter là et on va poursuivre avec l'analyse et la revue de ce chapitre, étant donné que tu as un Konohamaru qui va donc réussir à toucher les sentiments de Matsuri, car il était vraiment dans une mauvaise posture, mais de fou. Le mec, il était
il suffoquait littéralement, il était presque transpercé de partout. Et là, il va demander à Matsuri de tendre les mains et il va tenir les mains de Matsuri. Et donc, Chan Konohamaru qui va lui dire que ça sera un premier pas pour notre nouvelle relation et tout. Ce sera une relation spéciale et puis il va concentrer deux énormes Odama Rasengan, c'est-à-dire les orbes tourbillonnants géants. Et il va frapper Matsuri. Et franchement, Konohamaru, waouh, tu as été masterclass. Et là, j'en viens même à me demander si Konohamaru avait besoin réellement d'amadouer Matsuri pour réussir à la vaincre au vu de sa prestation. Parce que ces deux orbes tourbillonnants, ça a littéralement mis Matsuri en pièces. On a une Matsuri là qui est littéralement comme Hidari l'était, je pense, au chapitre 13 ou 14, un truc du genre. Bref, tu as une Matsuri qui est aujourd'hui vaincue et one shot par Kono. C'est impressionnant. C'est justement ce que je disais dans la review précédente. Konohamaru, si c'est qu'il arrivait à vaincre Matsuri, qui elle a vaincu Gaara et son équipe, ça allait surprendre et tout. Bon, moi je pensais qu'il allait se délivrer, mais pas aussi violemment parce que c'est vraiment impressionnant. Et là, tu as un Jura qui va voir essayer, va dire que bon, les sentiments amoureux de Matsuri ont conduit à ce que Konohamaru puisse rebondir derrière. Et de l'autre côté, il va aussi dire que Konohamaru, étant donné qu'il est pris par des sentiments d'amour, par de la compassion et tout, bah, ce qui lui a fait manquer l'occasion d'achever Matsuri et de lui voler son Togedama. Là, on a une situation, on va dire, qui s'est un peu rééquilibrée entre Matsuri et Konohamaru. Maintenant, tu as un Konohamaru qui va aussi repenser à d'autres mots de Shikamaru, quand Shikamaru lui disait que bon, si tu les détestes vraiment, tu dois les tuer et tout, mais tu ne dois pas avoir de sentiments pour eux. Et j'ai très bien aimé comment cette partie-là a été amenée, parce que ça nous prouve que Konohamaru, il a des sentiments, c'est un humain, et profiter des sentiments des autres comme ça pour les tuer, ce n'est pas trop sa façon d'agir. Et j'ai très bien aimé comment cette partie a été amenée. Et j'aimerais encore une fois souligner que Konohamaru a été, waouh, vraiment, il a été grotesque, parce que quand il faut chier sur lui, bah vous chiez avec la rage. Maintenant là, il faut l'élever, il faut quand même le valoriser. Là pour le coup, Konohamaru était grotesque. Maintenant, ce qui dit, ouais, il est en train de gâcher le plan et tout. J'espère que vous allez venir maintenant ici, parce que moi je vous ai dit que j'étais pas d'accord avec cette situation là. Même si là on peut dire que bon, il a plus ou moins, mais de toutes les façons, il n'a pas accepté que Matsuri l'appelle mon petit Konohamaru. Il est resté sur sa position et ça j'adore, et il a assumé sa position derrière. Franchement, Konohamaru, grotesque, là il n'y a absolument rien à dire. J'ai adoré la réaction de ce personnage dans ce chapitre. Maintenant, concernant le personnage de Matsuri, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec lui, étant donné que Matsuri est actuellement vaincu. Matsuri, c'est un personnage vaincu. Elle est comme Hidari était lors du chapitre, je crois, 12 ou 13, un truc comme ça. Son corps est à moitié et les Shinju humains ne disposent pas de compétences spéciales qui leur permettent de se régénérer, à moins que ça n'aurait été un pouvoir, ou en tout cas ça a été un pouvoir déjà propre à Moegi. Peut-être, je ne sais pas, étant donné qu'on ne connaît pas réellement les compétences de Moegi. Mais là, pour le coup, si Matsuri doit revenir, bah, elle doit aller dans la dimension des Shinju humains pour se refaire une santé, comme Hidari l'a fait lorsque Sarada l'avait attaqué via la technique des 1000 oiseaux. Et donc là, ça devient intéressant parce que là, tu as un Konohamaru qui a littéralement gagné son combat. Maintenant, on va passer à la dernière scène de ce combat. On va revenir sur la scène qui concerne le combat entre le groupe de Sarada et Ryu, étant donné que tu as une Sarada qui est complètement, on va dire, je sais pas si pétrifiée c'est le mot, mais bref, elle est immobile aux côtés de Yodo et ils ne font absolument rien, étant donné que bah, tu as un Ryu qui a l'avantage. Et Ryu va demander à Sarada et Yodo de lui donner des informations sur Boruto en échange de leur vie. Ou si elles n'ont pas des informations sur Boruto, elles n'ont qu'à révéler le complice de Boruto, ou en tout cas leur point faible. Ce à quoi Sarada et Yodo vont se concerter. Tu as une Yodo qui va demander de façon très impulsive. Je l'ai trouvé à la fois impulsive et très mature, étant donné que dans un premier temps, tu as une Yodo qui va demander à Sarada de trahir son ami. Et Sarada, j'ai aussi aimé sa réaction, étant donné qu'elle a été spontanée. Elle a dit à Yodo, bah, je préfère me faire tuer que de rester en vie, que d'être safe, mais en ayant trahi un ami. Ça, c'est la mentalité shonen et ça, c'est ce qu'on adore. Et Sarada, c'est mon personnage favori et c'est clairement pas pour rien. Et donc, Sarada va lui dire que, bon, de toutes les façons, elle n'a aucune information sur Boruto. Et là, tu as une conversation, on va dire, assez profonde, étant donné que Yodo, on se rend compte que les pouvoirs, ou en tout cas son pouvoir lié au son, n'est pas qu'un pouvoir lié à ce qu'elle peut entendre à des kilomètres à la ronde, ou en tout cas à des distances très éloignées, mais elle peut aussi comprendre et lire facilement les gens, étant donné qu'elle va réussir
à lire Sarada, même là où Sarada n'arrivait pas à comprendre ce qui lui manquait. Et donc, tu as une Yodo qui va essayer de marchander avec Ryu et elle va lui dire qu'elle n'ont pas des informations sur Boruto, mais une autre chose qu'elle va lui proposer, elle va proposer donc d'aller avec Ryu et de leur servir un peu, on va dire, d'instruments de recherche pour traquer Boruto. Ce à quoi tu as donc un Ryu qui va complètement refuser étant donné qu'il va transpercer Yodo. Waouh, c'était assez violent quand même parce que moi je m'y attendais pas. C'est pour ça que je vous dis que ce chapitre il était très bon parce que voilà, tu as à la fois des situations impitoyables, des situations très émotionnelles, des combats et tout. Franchement, ce chapitre il était très cool à cause de tous ces aspects là. Et donc tu as une Yodo qui est complètement affalé sur le sol et tu as une Sarada qui va essayer d'aller s'enquérir de la santé de Yodo. Et là, tu as un Ryu donc qui, grâce à sa limaille de fer, va réussir à toucher Sarada et va réussir tant bien que mal à contrôler Sarada. Et donc, Ryu va se rendre compte que Yodo est assez forte et que malgré le fait qu'elle a été transpercée, elle n'est encore toujours pas morte. Et donc, en contrôlant Sarada, il va essayer de faire Sarada tuer Yodo via un kunai. Et là, tu as donc Yodo qui va réagir comme C16. Donc, c'est-à-dire, Yodo à la fois réagit comme Piccolo et C16, étant donné que tu as une Yodo qui va dire à Sarada, oui, exploite ton potentiel, je sais que voilà, ton pouvoir que tu caches et que tu étouffes au fond de toi, c'est uniquement pour protéger un être qui t'est très cher et tout, mais là, tu peux aussi l'utiliser dans cette situation et tout. Et là, tu as une Sarada qui va fermer les yeux. Elle va lâcher le kunai qui va signifier que bon, elle est sortie du contrôle de Ryu. Et puis là, Mangekyo Sharingan, elle va utiliser le pouvoir lié à son Mangekyo Sharingan pour la première fois dans l'œuvre Boruto to Blue Vortex. Et le pouvoir qui est lié à son Mangekyo Sharingan, c'est de créer des sphères, des bulles spatio-temporelles qui aspirent la limaille de fer pour le moment. En tout cas, pour le moment, c'est que ces bulles spatio-temporelles aspirent uniquement la limaille de fer. Mais je pense que ce n'est pas uniquement lié à la limaille de fer. Je pense que ce pouvoir, il aspire, je peux dire un peu tout. Pour moi, si vraiment, en plus de la limaille de fer, il est capable d'aspirer les corps humains et tout, pour moi, c'est un pouvoir supérieur à Kamui parce qu'il ressemble quand même vachement à Kamui. Mais là, on va pas trop spéculer, on va attendre ce qui va se passer dans le chapitre prochain. Et là encore, le personnage de Sarada, franchement, c'est un personnage qui était magnifique et rien que de voir ça, ça a été masterclass. Mais moi, je n'attendais pas trop ce pouvoir particulier du Mangekyo Sharingan de Sarada, même si voilà, il m'intéresse, mais pas de fou quand même. Ce que j'attends vis-à-vis de son Mangekyo Sharingan, bah, c'est son Susanoo. Je pense que nous tous, on attend tous son Susanoo. Et je pense que ce ne sera pas face à Ryu qu'elle va nous révéler son Susanoo. Mais je pense aussi que dans la suite du combat, en tout cas au chapitre prochain, tu auras une Sarada qui sera complètement épuisée car le Mangekyo Sharingan épuise. Et on sait que si elle utilise trop son Mangekyo Sharingan, elle va devenir aveugle étant donné que comme Itachi nous avait dit, le Mangekyo Sharingan se scelle au fur et à mesure de son utilisation. Et donc, si Sarada l'utilise trop, il va se sceller. Et je pense que Sarada, voilà, elle était consciente depuis qu'elle avait le Mangekyo Sharingan. Maintenant, pour dire 2-3 petits mots, pour toucher un petit mot sur le personnage d'Araya, bon, je suis un peu déçu parce que je pensais que, voilà, comme je l'ai dit dans la review précédente, pour moi, Araya, c'était pas le vrai corps d'Araya, c'était potentiellement une de ses marionnettes. C'est absolument pas son style de combat. C'est pour ça que j'ai encore un espoir que, bon, ma théorie selon laquelle ce n'est pas le vrai corps d'Araya, elle se réalise, mais j'ai quand même de gros doutes vis-à-vis de ça. Mais voilà, on va quand même laisser accorder un certain bénéfice du doute. Bref, les amis, la vidéo a été assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like, c'est si t'as plus, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.